nous sommes les derniers à passer, mais pas les plus ennuyeux, au contraire, parce qu'on va parler d'un sujet dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais je crois que c'est un des plus importants aussi pour s'intégrer à tout ce qui se passe dans les zones portuaires, dans l'énergie de transition, c'est le Blue Carbon. Alors je me présente rapidement, moi je suis Anne-France Kennedy, je suis franco-britannique et on a monté il y a 18 mois le premier réseau global de mise en relation ciblée pour les professionnels qui veulent travailler dans les projets qui absorbent du carbone. Or, les projets qui absorbent du carbone, ils sont aussi liés aux projets qui réduisent de carbone à l'énergie renouvelable. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais surtout on est là parce qu'on est partenaire de 5T, parce qu'on adore, et c'est un des seuls réseaux que je connaisse, et merci Myriam, de mettre en relation toutes les parties prenantes qui devraient se parler tous les jours, mais qui ne le feront pas toujours, les ingénieurs, les consultants, les grosses entreprises, les start-up, les innovateurs, les étudiants. Et ça, c'est très nouveau et on fait la même chose dans Climate Link. Voilà, donc ça, c'est Climate Link. On a une application maintenant sur iPhone et Android et vous pouvez vous enregistrer. Et là, dans Climate Link, par les communautés, vous pouvez avoir des mises en relation ciblées avec les partenaires dans le monde entier. On est dans plus de 25 pays. Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole tout à l'heure à Frédéric Degray de la fondation ou l'entreprise, organisation Noah Regen, qui est là. Mais d'abord, on va écouter Corinne Lepage, qui n'a pas pu venir nous voir, mais qui va nous parler des crédits carbone et des carbones bleus. Voilà, pas en vidéo, je crois, hein. C'est ça ? Donc, vidéo de Corinne. Bonjour. Tout d'abord, tous mes regrets de n'être pas parmi vous et les nombreux amis dont je sais qu'ils sont là aujourd'hui pour parler de ce sujet des crédits carbone bleus. Et je regrette tout particulièrement de ne pas pouvoir échanger avec l'autre panéliste et avec Madame Kennedy, que j'apprécie tout particulièrement. Le sujet des puits de carbone est un sujet extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on sait pertinemment que pour atteindre nos objectifs en termes de dérèglement climatique, nous devons en gros répartir nos efforts entre 70% qui concernent la réduction des émissions et 30% qui seront de la capture de carbone. Comment est-ce qu'on capture du carbone ? Aujourd'hui essentiellement avec de la forêt et un peu avec les sols. Nous verrons dans la deuxième partie de mon propos ce que l'on peut faire avec les océans. Le sujet des crédits carbone n'est pas un sujet tout à fait nouveau puisqu'il est né en fait avec les accords de Kyoto qui ont créé des mécanismes de compensation carbone dans deux types de systèmes qui étaient les mécanismes de développement propre et les mécanismes d'opération conjointe. Ces mécanismes qui permettaient de financer des opérations de stockage de carbone et de compensation dans les pays du Sud ont donné lieu à l'émission d'un certain nombre de crédits carbone dont la fiabilité, disons, n'a pas toujours été au rendez-vous, mais qui ont quand même conduit à mettre en place un système de certification qui aujourd'hui est largement dominé, le système, par deux organismes que sont le VCS, le Verified Carbon Standard, fondé en 2007 et géré par Verra, qui est le plus gros du monde, hein, et le Global Standard, ces deux organisations ayant mis en place des systèmes qui sont un peu comparables, et on peut citer également le système français label bas carbone, mais qui a comme défaut principal d'être hexagonal dans un système qui est bien entendu tout à fait international. Ces labels reposent sur l'idée les critères sur lesquels je vais revenir dans un instant, d'additionnalité, de fiabilité, de traçabilité, d'irréversibilité et pour l'un d'entre eux de contribution au développement durable. Ce sont des systèmes qui ont fait leurs preuves, même si très récemment une enquête sur la norme carbone Verra met en cause, en quelque sorte, les crédits ainsi créés en considérant qu'il s'agit de crédits fantômes et que 90% des compensations de carbone de la forêt tropicale
pourrait n'avoir aucune valeur. Bien entendu, cette étude est critiquée par Vera et il est encore un petit peu tôt pour savoir comment tout ceci va aboutir. Simplement, ce contexte montre que le système des crédits carbone cherche encore vraiment sa voie en termes de sécurité juridique et de sécurité tout court. Et ceci explique que l'Union européenne, dans un projet de règlement qui est très récent, puisqu'il date du 22 novembre 2022, a mis en place, propose tout au moins de mettre en place un nouveau système de crédit carbone. Ce système, bien entendu, concerne ce que l'on appelle aujourd'hui le marché non réglementé, le marché dit réglementé, c'est-à-dire celui des quotas d'émission ETS, faisant lui-même l'objet d'un système réglementaire qui est en révision pour permettre la mise en place de la taxe carbone aux frontières notamment. S'agissant de ce projet de règlement du 30 novembre 2022, il fixe les critères d'éligibilité à la certification. Autrement dit, pour être certifiables, les crédits carbone doivent remplir un certain nombre de critères de qualité. Quels sont ces critères? D'abord, quantifier un bénéfice net, c'est-à-dire qu'il faut que le crédit carbone fasse l'objet d'une quantification et que la preuve soit apportée qu'il y a une amélioration en termes de carbone par rapport à la situation antérieure. Deuxièmement, un critère d'additionnalité, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une opération qui ne se serait pas faite normalement, en quelque sorte, et donc que cette opération qui génère du crédit carbone va au-delà des obligations réglementaires d'une part, et d'autre part a lieu grâce à l'effet incitatif de la certification. Il faut en troisième lieu que la preuve d'un stockage à long terme soit apportée, ce qui signifie qu'il faut une surveillance du carbone stocké et des mécanismes de responsabilité appropriés, notamment par exemple si un incendie se propage dans une forêt qui avait donné lieu à l'émission de crédits carbone, eh bien il faut évidemment que ces crédits soient effacés et compensés autrement. Enfin, le critère de durabilité, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie qu'au-delà du stockage de carbone, il faut que l'opération dont il est question soit au minimum neutre, de préférence entraîne des co-bénéfices pour l'environnement au sens large du terme. Que faut-il entendre par là? Tout simplement la satisfaction des critères de durabilité au sens de la taxonomie, c'est-à-dire que l'investissement entre dans une des 6 catégories visées par la taxonomie européenne. Il faut d'autre part, et bien entendu c'est très important, que ces crédits aient fait l'objet d'une certification par un organisme tiers indépendant. Le projet de règlement précise ce qu'il faut entendre par méthode de certification pertinente et intègre bien évidemment un audit de certification et les critères d'indépendance de l'organisme qui va le délivrer. Donc voilà ce qui existe aujourd'hui en termes de crédit carbone qui vise essentiellement les forêts et qui vise de plus en plus le stockage de carbone dans les sols et notamment la transformation de l'agriculture qui aujourd'hui est un très fort émetteur de gaz à effet de serre et qui pourrait de ce fait devenir au contraire un système de stockage des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, peut-on imaginer, et je pense que mon copanéliste vous le dépeindra beaucoup mieux que je ne saurais le faire moi-même, des crédits carbone bleu, c'est-à-dire qui s'attachent aux océans. Nous savons tous que les océans sont aujourd'hui une formidable pompe à carbone. C'est une pompe à carbone grâce à des processus biologiques et grâce à des processus physico-chimiques. Il n'y a qu'un seul dommage, c'est que l'on constate que cette pompe à carbone ralentit. Et de manière générale, du reste, les puits naturels de carbone ralentissent.
ils étaient de l'ordre de 51%, ce qui signifie que quand on émet 100 tonnes de CO2, 51 sont stockées, on irait plutôt vers un stockage de 39 tonnes pour 100 tonnes, ce qui veut dire que pour atteindre les objectifs que nous nous fixons, il faut accroître considérablement l'effort par rapport à ce qui est déjà prévu. D'où l'importance, bien entendu, des puits océaniques. Alors, pourquoi y a-t-il un ralentissement? D'abord, peut-être par une saturation de ces puits, d'autre part et surtout peut-être par la rétroaction climatique, les modifications de température, de courant, de production biologique, de composition du phytoplancton sont autant de facteurs qui laissent supposer que les océans pourraient stocker moins que ce qu'ils stockent aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout, je dirais, dans une perspective de création de crédit carbone, mais bien dans une perspective malheureusement de destruction de crédit carbone non judiciarisé, si je puis dire, mais existant. Alors, est-ce qu'on peut, face à ces grandes incertitudes, augmenter la pompe à carbone ou à minima, au moins la stabiliser? Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites à ce jour, et notamment des systèmes de géo-ingénierie sur lesquels, à titre personnel, j'ai quand même quelques, disons, scrupules. Le terme est aimable, parce que je pense que nous jouons aux apprentis sorciers avec la géo-ingénierie. Néanmoins, effectivement, on pourrait imaginer quelques efforts, et il y a deux domaines, me semble-t-il, qui aujourd'hui sont particulièrement intéressants. C'est d'abord tout ce qui concerne la stimulation du phytoplancton, et c'est d'autre part l'utilisation des massifs coralliens. Alors, il faut bien comprendre que les massifs coralliens émettent du carbone, mais en stock. Question, est-ce qu'ils en stockent plus qu'ils n'en émettent? Réponse, oui, et dans des proportions très larges, puisque pour 1,86 mégatonnes de carbone par an qu'émettent les récifs coralliens, ils en stockent entre 70 et 90 mégatonnes, ce qui signifie un bénéfice net de l'ordre de 68 à 88 mégatonnes. Autrement dit, dans les efforts qui peuvent être faits autour non seulement de la préservation, mais du renforcement et du redéveloppement des massifs coralliens, il y a peut-être effectivement une solution pour mettre en place des systèmes de quantification des tonnes de carbone ainsi stockées. Mais on voit bien qu'on est au tout début d'une démarche, que lorsque l'on voit déjà les difficultés auxquelles les crédits carbone liés à la forêt et liés aux terres agricoles se heurtent, notamment en termes de quantification, de durabilité, on voit bien que si l'on veut aller dans le sens permettant d'envisager à terme des crédits carbone pour les océans, il faudra d'abord faire d'énormes progrès en termes de connaissances scientifiques, ensuite avoir les moyens d'évaluer et de valoriser ces tonnes de carbone évitées pour pouvoir ensuite les valoriser par des crédits carbone. Je terminerai en disant que toute cette réflexion autour des crédits carbone est tout à fait importante, mais que bien évidemment, on ne peut parler de stockage et de capture de carbone que pour autant qu'on a commencé par réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre qui sont les nôtres. Car le sujet aujourd'hui, il est d'abord de réduire massivement nos émissions, puis d'accompagner cette réduction d'un effort de stockage qui effectivement permet d'améliorer la situation climatique d'ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je voudrais juste dire deux petits mots avant que Frédéric nous explique tout son savoir sur les crédits carbone et tout ce qu'il fait. C'est vraiment important de travailler sur les projets, comme dit Corinne, qui absorbent du carbone. Donc, les projets naturels sur lesquels nous travaillons, hein, c'est 4 sources naturelles, juste pour être sûr qu'on ne parle pas ici de direct air capture. On parle donc de l'agriculture, c'est le biochar. Du blue carbone, c'est les océans, mais c'est aussi les mangroves, les marais salants. Il n'y a pas que la mer, il y a aussi
tout ce qui compte autour de la mer, des minéraux aussi, comme l'olivine, et puis les forêts. Donc ça, c'est les 4 solutions, je dirais, naturelles d'absorption du carbone sur lesquelles nous on travaille. On travaille sur des projets de carbone bleu aussi avec notre communauté Océan et Blue Carbone. Et pour vous montrer que ça peut être aussi un peu moins, je dirais, un peu plus ludique, et que le monde de la musique et de secteurs un peu comme le tourisme vont s'y mettre aussi. Il y a un nouveau film qui va sortir qui s'appelle le Blue Carbone en anglais, qui est créé par qui est produit par une de nos membres, qui s'appelle Sarah McDonald, qui est anglaise et qui a une maison en Camargue et qui est tombée passionnément amoureuse de la Camargue et qui a compris que le problème en Camargue, c'était que la Camargue maintenant émettait du carbone et n'en absorbait plus. Donc elle a motivé beaucoup de gens à Los Angeles dans le monde du cinéma, et vous allez voir, alors ça peut pas s'appeler un trailer, c'est pas une bande-annonce parce qu'il n'est pas encore sorti, le film est en production, mais si vous avez le temps de rester 3 minutes après la présentation de Frédéric, vous verrez ce film dans lequel une DJ très connue, biologiste, se passionne pour le blue carbone. Ça vous motiver un petit peu pour voir un aspect un peu plus ludique et storytelling du blue carbone. Mais je passe le micro à Frédéric. Ok, merci. Merci pour l'organisation, merci pour cette invitation. En effet, le blue carbone est un sujet qui devient vraiment crucial, je pense, dans la transition globale. Je crois qu'il y a une présentation qui a dû être envoyée, que je n'ai pas vue, que je vais découvrir avec vous. Bon. Très bien, super. Alors, je la découvre avec vous. Je vais essayer de ne pas aller trop dans les détails techniques. Madame la ministre, juste avant, a donné, je pense, suffisamment de détails. Je vais essayer de vous expliquer notre approche. On a anticipé ce marché-là depuis un certain temps. Donc, de prime abord, moi, je suis d'abord scientifique. Je suis ingénieur diplômé de l'école centrale, avec une spécificité un peu génie naval et génie maritime. J'ai fondé le groupe NOAA Regen. Donc NOAA, c'est l'acronyme de Network of Ocean Ambassador Headquarters, et Regen pour régénération. Et alors c'est assez récent, vendredi, j'ai été aussi nommé avec une fonction diplomatique au sein de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, en qualité de conseiller et ambassadeur pour la partie océan et l'urgence climatique. Très brièvement, qu'est-ce que NOAA ? Donc, en 2017, j'ai eu la chance d'être invité par la baronne Patricia Scotland, qui venait d'être fraîchement élue secrétaire générale du Commonwealth of Nations. Et elle a pris ses fonctions en demandant aux 50, à l'époque c'était 54 nations, elle leur a demandé « Qu'est-ce que vous voulez que j'achève en termes de mandat principal pendant mes 2 fois 4 ans à la tête du Commonwealth of Nations ?» Les présidents ont principalement évoqué l'objectif de créer un plan d'action climat dont ils souhaitaient commencer à avoir un impact global avant son départ. Donc elle a accepté de relever ce challenge avec la condition que les 54 chefs d'État soient présents à l'élaboration de ce plan en présentiel sur 3 séances de brainstorming qui se sont tenues à Marbella House en 2017. Et elle a rajouté en complément de ces chefs d'État un collège représentatif de la finance, donc des présidents de banques privées publiques, des grosses ONG, des gros fonds d'investissement, etc. Et un collège d'experts. Donc moi j'ai fait partie de ce collège d'experts avec une casquette régénération océanique principalement. Et j'ai eu la chance d'entendre tout ce qu'ils pouvaient se dire en termes de besoins pour les États. Alors le Commonwealth, c'est très sympa parce qu'ils ont des terrains, des États partout, des petites îles, et aussi l'Inde ou des gros États très peuplés, très polluants. Ils sont présents sur tous les continents et ils ont tous évidemment des problèmes différents. J'ai entendu la finance qui disait on a besoin de projets, de pipelines de projets bancables, dérisqués par les fonds privés, les fonds publics, pardon. On ne sait pas investir dans des projets à 10 millions là, 7 millions là, etc. Et j'ai entendu les experts dire nous, on a plein de solutions, mais on n'a pas l'accès à la finance. Et là est survenue l'idée de créer un écosystème complet avec une vraie boîte à outils pour que tout le monde puisse communiquer, que tout puisse s'organiser, se coordonner et apporter une réponse holistique à la problématique, et forcément axée sur la régénération des océans qui me semble être la clé la plus importante pour lutter contre la crise climatique et la crise de la biodiversité.
Donc, on a créé NOAA avec un groupe d'experts qui étaient présents avec moi dans ces conférences. La première des thématiques était donc le Blue Carbon, qu'on a anticipé en 2017 en se disant, voilà, plus de 60% du carbone est absorbé par les océans. Il y a un programme de crédit carbone qui permet de créer des nouvelles sources de revenus. Et malheureusement, la technologie n'existe pas pour le débloquer au niveau des océans. Donc on a créé une structure qui est française, qui s'appelle Blue Carbon Lab, qui est une société de R&D et qui a mis en place un process technologique assez poussé, qui utilise des combinaisons de satellites, des multibandes spectrales et du machine learning, de l'algorithme pour pouvoir auditer ce qui se passe sous les océans et identifier les quantités de carbone qui se trouvent dans la biodiversité stockée dans les océans. Donc ça, c'était un premier verrou technologique. Aujourd'hui, on sait qu'on peut le faire, en tout cas sur une partie de ces crédits-là. On arrive avec cette technologie-là. On est a priori la seule société aujourd'hui connue avec un taux de résultats scientifiques suffisant pour devenir une méthodologie. Et on propose, disons, ces services à des États principalement insulaires pour venir valoriser leurs nature-based credits et monétiser leur crédit carbone bleu, ce qui souvent est un élément économique extrêmement performant pour ces États-là. Derrière, on s'est dit, on ne veut pas reproduire ce qu'a fait le green carbon, et Madame la ministre l'a très bien expliqué, il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de choses qui sont complètement incohérentes, et donc on s'est dit qu'il était intéressant à partir du moment qu'on a la possibilité de débloquer ces sources de revenus. On parle de trillions de dollars, donc c'est extrêmement significatif, de pouvoir les tracer, de pouvoir les réinvestir proprement et de faire en sorte qu'ils obtiennent un effet multiplicateur si on s'en sert pour dérisquer les fonds privés. Donc en fait, on a créé, adossé à cette technologie-là, une plateforme de blockchain qui est très low consuming, et qui permet d'apporter la traçabilité. Donc on duplique les crédits carbone, on a la possibilité d'absorber, disons, tout le cycle de vie de ce crédit carbone en traçabilité blockchain, c'est-à-dire pas de corruption, pas de greenwashing, pas de bluewashing. Et derrière, on a créé une plateforme Blended Finance pour pouvoir réinvestir ces crédits en tranches de dérisquage, ce qui permet derrière au private equity de rentrer dans la danse. Et si on arrive à débloquer ces trillions de dollars en tranches de dérisquage, on peut avoir vraiment peut-être une quantité significative de réinvestissement en économie circulaire de transition. Et c'est tout l'objet de cet écosystème. Donc on a créé des labels, un certain nombre de plateformes pour pouvoir amener une solution écosystémique fonctionnelle. Donc là, j'ai quelques exemples un petit peu du toolkit qu'on a créé. Donc on a par exemple dans le toolkit une Climate Emergency Legislation qui permet aux États de venir adopter un certain nombre de modules pour fast-tracker leur transition, accélérer les partenariats privés-publics si la solution est vraiment d'urgence climatique, qu'on ne soit pas sur des appels d'offres qui peuvent durer 2 ou 3 ans et qui ne sont pas du tout adaptés à l'urgence que l'on a aujourd'hui. Donc il y a tout un tas de solutions comme ça qui sont mises à disposition. L'une des plateformes les plus importantes, c'est celle qu'on est en train de créer en ce moment qui s'appelle GOTS, c'est Global Ocean Trust Chain. Donc finalement, c'est une grosse plateforme digitale qui va fonctionner as a service, qui va créer des bridges entre toutes les chaînes de valeur liées à l'économie maritime pour que les acteurs puissent se parler et puissent venir utiliser les outils à disposition dans cette plateforme-là. Donc là, j'ai un exemple aussi un peu complexe sur la plateforme de Blended Finance, mais ça vous permet de comprendre comment on va faire fonctionner véritablement cette finance mixte. Donc en fait, en haut, on voit comment nous allons monétiser les nature-based credit des États de la façon la plus cohérente possible, avec la plus grosse valeur possible puisqu'on les trace et qu'on mesure leur impact et qu'on apporte de la blockchain. Donc ça donne de la crédibilité à ce crédit-là. On le monétise sur une place de marché spécialisée. Et derrière, on a différents outils qui viennent travailler de concert pour lever et des fonds publics et des fonds privés. Et le tout vient se réinvestir dans des projets qui permettent d'accélérer la transition. Sur la partie droite, on voit un QR code qui fonctionne. Vous pouvez le scanner et derrière, vous allez avoir toute la traçabilité du projet qui bénéficie de ce genre de financement avec une mesure d'impact qui ne concerne pas que le carbone, mais tous les side benefits. On fait du carbone plus.
C'est-à-dire on va avoir l'impact sur la biodiversité, sur le plastique, sur les SDGs, le gender equality, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très innovant et qui, mis bout à bout, permet d'apporter une solution vraiment holistique, adaptée à une accélération de l'impact et de la régénération et de l'économie à échelon mondial. Donc voilà, qu'est-ce que me dit la... Bon, ça ne marche plus. Est-ce que vous pouvez passer la slide d'après à partir de la régie? Parce que moi, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas très grave. Tout ça pour dire que grâce à cette approche et l'anticipation d'un marché qui doit se moderniser, qui doit apporter beaucoup plus de transparence et d'efficacité, on est devenu agence nationale de pays qui veulent monétiser le plus possible leurs ressources. Alors ça c'est pour, alors voilà, ça c'est pour la technologie. Alors la technologie c'est vraiment satellitaire, mais on va passer dessus, c'est peut-être un peu technique. Voilà, je voulais parler de ça pour conclure. Donc on est devenu agence nationale d'un certain nombre de pays, de collectivités aussi. Et on est en train de mettre en place tout ce processus, faire rentrer le blue carbon dans les National Determined Contribution des États, créer des registres nationaux, valoriser ces crédits bleus, les compléter avec les crédits verts, les réinvestir dans leur économie circulaire de transition avec cette traçabilité, cet effet multiplicateur. Donc à partir de là, comme cette solution semble efficace et peut accélérer la transition à échelon global, les Nations Unies soutiennent ce projet-là et on a initié la possibilité de créer une vraie Blue COP pour l'année prochaine avec la collaboration de Dubaï et d'un certain nombre d'institutions, coalitions politiques et étatiques. On a décidé aussi de porter la coordination d'un projet que l'on appelle le Dubai Blue Pact. Donc les COP sont des conférences d'engagement, donc de négociation où les États se mettent dans une grande salle de négociation et adoptent à la fin un texte, comme un certain nombre d'entre eux sont célèbres, Kyoto, on en a parlé tout à l'heure, les accords de Paris, etc. Nous, ce que l'on veut, c'est apporter le squelette d'un toolkit qui va permettre aux États d'utiliser l'écosystème de solutions que l'on peut proposer. Et on va orienter ce pacte vers un Global Oriented Solution Toolkit. On veut éviter d'avoir à demander aux États encore de faire des efforts financiers, de faire des réductions de certaines choses, un certain nombre d'engagements qui finalement, la plupart d'entre eux n'arrivent pas à tenir. Et les accords de Paris en sont un triste exemple. Le seul pays aujourd'hui qui atteint les accords de Paris, qui est déjà 30 by 30, c'est Panama, et c'est un pays que l'on gère au niveau de ces thématiques-là. Donc voilà, donc l'idée c'est aujourd'hui de dire le Dubai Blue Pact est peut-être une solution pour apporter notre écosystème à disons, une escalade vraiment globale, mondiale, pour faire un impact le plus vite possible, quoi. Voilà, donc j'ai terminé. Bon, je crois que c'est que le début d'entendre parler de Frédéric et de son équipe et de Noah Hudgens. Je pense qu'on entendra beaucoup parler de vous et du Blue Carbon. Il faut savoir qu'il y a des, comme vous dites, il y a des milliards, trillions de dollars qui sont mis dans ce nouveau niche par plein de financiers et d'organisations financières. Et il faut éviter les erreurs qu'on a connues ou qu'on connaît avec le carbone vert. Et c'est pour ça que nous, au sein de Climate Link comme au 5T, on se parle, on fait parler les praticiens et pas forcément tous les nouveaux entrants qui sont là pour prendre l'argent et pas forcément faire du bon travail. Bon, je vous remercie tous d'avoir écouté. Si j'espère que ça va pouvoir marcher, la vidéo sur ce nouveau film Blue Carbon dont vous entendrez parler. Donc c'est un documentaire, mais j'espère qu'on peut le voir, sinon on le mettra en ligne, mais ça dure 3 minutes. Ça marche ? Non, si on peut le passer, ça part 3 minutes, si on peut le passer. Oui, si ça marche. Il est en route. Non, c'est bon. Tout le monde reste, donc je suis content. 3 minutes. Mais c'est pour avoir le son. On n'a pas le son. Il n'y a pas le son. Non, on n'a pas le son.
Bon, je vous le dis, en fait, c'est Jada G, c'est une jeune DJ qui ameute les foules avec sa musique, qui voyage en jet privé pour ses shows. Donc, mais elle est aussi biologiste et elle a compris l'impact carbone de ce qu'elle faisait. Et du coup, elle a voulu contribuer avec ce film. Donc, il sortira, je pense, au printemps, Blue Carbon. Mais on en reparlera. Je suis désolée que vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez le voir en ligne. Merci. Et merci Myriam encore à toute l'équipe, Diana et Carole et Sarah et toute l'équipe de 5T. Merci à vous. Merci Frédéric. En fait, j'adore cette conclusion parce que j'ai démarré en disant l'économie bleue est au cœur du pacte vert et l'économie bleue sera verte ou ne sera pas. Et là, eh bien, vous allez un pas plus loin en disant grâce à l'économie bleue, on va pouvoir faire de l'économie verte, back sur l'économie bleue. Bref. J'espère que tout le monde a très bien compris les enjeux et en résumé, j'espère que vous avez tous bien compris que la France était en pole position pour pouvoir prendre le lead dans ces sujets, mais que pour le moment, on a des gros efforts à faire, que ce soit sur le plan financier, que ce soit pour structurer des fonds beaucoup plus importants, donc Jérôme en a parlé, par rapport à d'autres pays qui sont déjà en pointe, mais j'espère aussi que vous avez pu apprécier la qualité de l'engagement, des convictions, des réalisations qui sont en train d'être menées par des gens de tous âges, par des jeunes qui sont déjà des jeunes patrons de start-up et qui ont compris au moins deux choses, sans doute beaucoup plus. La première, c'est qu'ensemble, on est plus fort parce qu'ils résonnent déjà dans des environnements holistiques où on comprend qu'on a besoin de quelqu'un qui va réduire le bruit pour ceux qui vont aller travailler sous l'eau. On a ceux qui vont aller au secours du transport maritime. On a bien compris que François avait un gros sujet avec les trains. On a vraiment cette compréhension d'intelligence collective qui est remarquable parce que je crois qu'elle est au cœur du nouveau paradigme éco-énergétique, au cœur du monde de demain. Et ça demande des qualités, non pas de compétition, mais de 1 + 1 = 3. Avant, on était dans une économie où si un gagne, l'autre perd. Aujourd'hui, si toi tu gagnes, moi je gagne, ensemble on gagne plus. Et c'est un état d'esprit qui me paraît absolument fantastique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on aborde les sujets avec détermination et rien n'est impossible. Voilà, on retrouve un esprit où rien n'est impossible et où finalement on peut avoir des acteurs extrêmement lucides sur la situation qui est grave. Là, on ne va pas se dire que la situation du changement climatique n'est pas grave et malheureusement dans les océans, dans l'écosystème maritime en général, océan, côte, littoral, île, eh bien on le voit plus qu'ailleurs, on a plus de victimes qu'ailleurs et pourtant on va arriver à imaginer des solutions d'atténuation et on n'est plus dans les confusions aujourd'hui avec la compensation donc, et d'atténuation, mais en même temps d'adaptation et de résilience. Et c'est un paradoxe difficile à faire vivre. Donc, comme tous les paradoxes qu'il faut arriver à porter haut, ça demande beaucoup de leadership. Et moi, j'ai vraiment apprécié le leadership au cœur de ce qu'on a vu. Pendant longtemps, on me disait mais c'est quoi le leadership? J'ai écouté, voilà, pour moi le leadership fait partie intégrante du management. Manager depuis des années maintenant, on a défini ça comme 4 grandes fonctions: organiser, planifier, diriger, contrôler. Diriger, ça ne veut plus rien dire. Pourquoi? Parce que diriger a été remplacé par l'idée de lidérer, l'idée de donner envie, d'inspirer, de faire ensemble. Et la grande différence entre diriger et lidérer, ce sont des qualités d'intelligence émotionnelle. Et vous savez qu'on est quand même très analphabétisé émotionnellement parlant. Et donc, ça nous encourage à garder espoir, à lutter. On s'est trouvé une lutte additionnelle. Et pourtant, au bout de 11 ans, Dieu sait si on a vu des luttes à mener contre l'éco-anxiété, parce qu'à nouveau, l'éco-anxiété n'est pas une émotion ressource ou n'est pas un état ressource avec tout ce que l'on a à faire
pour circulariser l'économie et pour surtout aller promouvoir une économie régénératrice. Il y a du pain sur la planche. Je crois qu'il y a des gens qui ont compris ça, qui relèvent ces paris, et ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'encourage énormément à continuer avec toutes les équipes de 5T qu'on va encore faire grandir, et bien sûr avec les 100 leaders pour la planète, à sensibiliser, à éduquer, à identifier des projets, à créer des effets de réseau, parce que voilà, il y a de l'espoir malgré tout ce que l'on observe aujourd'hui. Et je conclurai avec cette affirmation qui est une conviction profonde pour moi. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent, un grand merci à tous ceux qui ont contribué avec leur expertise et leur savoir-faire, leur savoir-être, leur savoir pourquoi à cette 5e édition des universités dédiée à la transition énergétique maritime depuis ici Le Havre. Et on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour E5T à Tunis, avec Dauphine, Tunis et Paris, qui va récupérer qui va mettre en valeur tout un tas de projets réalisés en Afrique. Et puis quelques autres événements, mais je vais directement, on a Rome au milieu, mais je vais directement à celui où j'espère vous retrouver nombreux, c'est l'événement historique de 5T à La Rochelle, dernière semaine d'août, où on vous attend nombreux, parce que voilà, on a besoin de gens passionnés, engagés, be leaders, soyez des leaders, et continuons à y croire. Merci à tous, à bientôt, un grand merci à tous. Merci.